Il existe un schéma silencieux qui dirige la vie de millions de personnes chaque jour. Un cycle invisible, presque imperceptible, qui se répète sans cesse dans les relations, les choix, les échecs et jusque dans les petites frustrations du quotidien. La plupart des individus croient maîtriser leurs décisions, les directions que prennent leur vie, les réussites qu'ils poursuivent et les douleurs qu'ils tentent d'éviter. Et si ce n'était pas le cas? Imaginez quelqu'un qui change sans cesse de travail à la recherche de reconnaissance, mais finit toujours par se sentir sous-estimé. Ou une personne qui enchaîne les relations amoureuses sans jamais échapper à ce même sentiment de rejet, d'abandon ou de trahison. Elle peut changer de décor, de fréquentation, de ville ou d'environnement. Pourtant, les mêmes conflits ressurgissent, les mêmes blessures se répètent, les situations semblent se réorganiser pour recréer exactement ce qu'elles tentaient de fuir. Cette répétition n'a rien d'un hasard. Ce n'est ni la malchance, ni la faute des autres. Ce qui se joue ici relève de quelque chose de bien plus profond. Une structure psychologique silencieuse, une vérité dérangeante que la psychologie met en lumière depuis plus d'un siècle. La vie extérieure d'une personne tend à refléter fidèlement ce qui en elle demeure désordonné. Mais cette révélation ne s'offre pas sans courage, car y faire face, c'est reconnaître que la souffrance qui se répète trouve peut-être son origine à l'intérieur de soi. Et rien n'est plus inconfortable que d'admettre qu'une part du chaos que nous affrontons à l'extérieur n'est en réalité que le reflet de ce qui se joue en nous. La plupart préfèrent croire que le problème vient des autres, le supérieur autoritaire, le partenaire distant, l'économie instable ou cette chance qui ne vient jamais. Et ainsi, ils demeurent prisonniers du même cycle, espérant un changement extérieur sans comprendre que rien dehors ne changera tant que rien, à l'intérieur, n'aura été transformé. Freud l'avait déjà pressenti en étudiant la compulsion de répétition, ce phénomène qui poussait ses patients à reproduire inconsciemment, à l'âge adulte, les mêmes schémas douloureux de leur enfance. Des décennies plus tard, la psychologie cognitive a démontré que nos croyances inconscientes façonnent notre perception du réel, filtrant ou sabotant nos expériences pour que tout demeure cohérent avec notre vision du monde. Même si cette vision est dysfonctionnelle, un concept permet de relier toutes ces découvertes. Un principe à la fois simple et vertigineux qui, une fois compris, transforme à jamais la manière dont nous percevons notre existence. Un principe qui révèle pourquoi les changements extérieurs échouent souvent et pourquoi tant de personnes se sentent piégées dans une réalité qu'elles rejettent malgré tous leurs efforts pour y échapper. Ce principe, c'est le miroir. Tout au long de cette vidéo, nous allons explorer sa véritable signification. Nous verrons comment il agit en silence dans l'arrière-plan de votre esprit, influençant vos décisions, vos relations, vos échecs et même vos réussites. Vous comprendrez pourquoi rien ne semble changer dans votre vie et ce qui doit réellement se transformer pour que tout commence enfin à évoluer. En 1920, Sigmund Freud publia l'un des textes les plus énigmatiques et révolutionnaires de son œuvre, Au-delà du principe de plaisir. Dans cette étude, Freud osa remettre en question le postulat central de la psychanalyse, l'idée selon laquelle l'être humain cherche avant tout à éviter la douleur et à poursuivre le plaisir. Il comprit qu'une force plus obscure opérait dans l'esprit humain. Une force qui poussait ses patients à revivre sans cesse des expériences traumatiques, même lorsque celles-ci leur causaient une souffrance évidente. Il appela ce phénomène la compulsion de répétition. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Les individus ayant été trahis affectivement durant l'enfance par des figures essentielles, des parents négligents, absents ou distants, finissent inconsciemment par graviter autour de partenaires qui reproduisent la même blessure. Celui qui, enfant, dut plaire pour se sentir accepté devient, à l'âge adulte, un éternel conciliateur dépendant de la validation extérieure, paralysé à l'idée d'être rejeté. Même en changeant d'environnement, d'emploi ou de relation, le schéma revient. Le même scénario, simplement rejoué avec de nouveaux visages, la même douleur sous de nouveaux masques. Freud comprit que ces répétitions n'étaient ni conscientes ni volontaires. Elles émanaient des profondeurs de la psyché, de l'inconscient lui-même. C'était comme si une partie non résolue en nous exigeait d'être rejouée dans la réalité, dans une tentative désespérée de réparer un passé resté ouvert. L'enfant blessé en nous ne disparaît pas avec le temps. Il attend en silence une nouvelle occasion de revivre la même scène, mais cette fois avec une issue différente. Le problème,
c'est que cette issue n'arrive presque jamais. Ce n'est pas seulement le décor qui se répète, mais aussi le script. Et ainsi, le traumatisme se perpétue. La compulsion de répétition devient alors l'un des premiers signes indiquant que le monde extérieur reflète un chaos intérieur. Ce n'est pas un choix conscient, mais un programme émotionnel forgé par l'expérience. C'est l'inconscient qui tente d'achever une histoire incomplète, et ce faisant, condamne le sujet à revivre indéfiniment la même souffrance. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains types de personnes semblent toujours réapparaître dans votre vie? Ou pourquoi certaines situations, même évitées, finissent par se reproduire? Vous avez peut-être cru à la malchance ou à une coïncidence, mais selon Freud, ce n'est pas le hasard, c'est la structure. Et tant que cette structure psychique demeure inchangée, le schéma continuera de se manifester dans le monde extérieur, tel un miroir obstiné renvoyant sans cesse les mêmes blessures non résolues. C'est le premier niveau du principe du miroir. La réalité que vous vivez, aussi injuste ou douloureuse qu'elle paraisse, n'est peut-être que le reflet des programmes inconscients que vous portez. Et le plus dangereux, c'est que tant que cela reste enfoui dans l'ombre, votre esprit continuera à créer des expériences confirmant la même histoire. Parce que c'est ce qu'il connaît, ce qu'il perçoit comme familier, comme sûr, comme vous. L'esprit humain est une machine prodigieuse, mais aussi une machine prévisible. Il recherche des motifs, interprète des signaux, anticipe les menaces et s'efforce à tout prix de préserver une cohérence interne. Et c'est précisément ce mécanisme qui vous conduit à percevoir la vie, non pas telle qu'elle est, mais telle que vous croyez qu'elle est. Aaron Beck, l'un des noms les plus influents de la psychologie moderne, consacra des décennies à l'étude de la manière dont nos pensées façonnent nos émotions, nos comportements et surtout notre perception du réel. En observant des patients dépressifs, Beck remarqua quelque chose de profondément révélateur. Ces individus n'étaient pas seulement tristes. Ils vivaient dans un univers mental parallèle, régi négativement, déformé et automatique. Ce qu'il appela les schémas cognitifs. Les schémas mentaux sont comme un logiciel interne, un système d'exploitation psychique qui filtre tout ce que vous voyez, entendez et ressentez. Ce système s'est construit au fil de votre vie, surtout durant l'enfance, à partir d'expériences émotionnelles marquantes. Le rejet, la négligence, les critiques ou les abus. Ces expériences ont façonné des structures invisibles qui agissent comme des lentilles déformantes, altérant votre perception de la réalité. Ainsi, une personne dominée par un schéma de rejet interprétera un silence comme un abandon, un message ignoré comme une preuve d'indifférence et une remarque bienveillante comme une humiliation. Ces filtres, agissant en dehors de votre conscience, influencent vos émotions, vos décisions et entretiennent les mêmes cycles de souffrance. Beck a démontré que ces schémas créent de véritables prophéties autoréalisatrices. Si vous croyez ne pas mériter l'amour, votre esprit cherchera inconsciemment à confirmer cette croyance, rejetant l'affection, sabotant les relations ou s'attachant à ceux qui vous maltraitent jusqu'à conclure que vous aviez raison. Ce mécanisme est renforcé par le biais de confirmation qui pousse le cerveau à ne percevoir que ce qui confirme ses convictions, ignorant le reste. Et pourtant, ces schémas destructeurs procurent une illusion de sécurité. Ils sont familiers. Les changements exigent de la conscience, du courage et un certain inconfort. C'est pourquoi, malgré les lectures inspirantes et les changements extérieurs, tant de vies demeurent inchangées. On tente de modifier le monde sans transformer l'esprit qui le perçoit. Tant que les mêmes schémas subsistent, vous déformerez, rejetterez ou saboterez tout ce qui ne correspond pas à votre programmation intérieure. C'est une prison mentale sans mur, dont les barreaux sont faits de pensées automatiques et de blessures non résolues. Pourtant, la science de la neuroplasticité prouve qu'il est possible de reprogrammer le cerveau. Il change dès lors que vous changez votre manière de penser, car votre esprit n'est pas un observateur neutre du réel. Il en est le créateur actif. Le monde que vous percevez n'est pas celui qui est, mais celui que votre structure mentale vous permet de voir. Voilà le cœur du principe du miroir. Ce principe affirme que votre réalité extérieure est presque toujours le reflet direct de votre monde intérieur. Autrement dit, le monde qui vous entoure, les relations que vous attirez, les situations que vous vivez, les schémas qui se répètent, agissent comme un miroir reflétant les contenus profonds de votre univers psychique.
Il ne s'agit ni de magie, ni de spiritualité, ni de pensée positive superficielle, mais de structures psychologiques, de neurosciences et de mécanismes inconscients. Si vous vous sentez souvent rejeté, diminué ou invisible, ce n'est pas seulement parce que le monde vous traite ainsi, mais parce qu'il y a en vous quelque chose qui s'attend à ce traitement. Et puisque votre esprit est programmé pour confirmer ce qu'il croit, il trouvera toujours le moyen de transformer même les expériences les plus neutres en preuve de votre récit intérieur. Vous ne voyez pas le monde tel qu'il est, mais tel que vous croyez qu'il est. Imaginez deux personnes marchant dans la même rue. L'une se sent confiante, ouverte, curieuse, attentive aux opportunités. L'autre se sent anxieuse, menacée, guettant le rejet à chaque regard. L'environnement est identique, mais l'expérience est radicalement différente, car le miroir intérieur de chacune détermine ce qu'elle perçoit à l'extérieur. C'est à ce point que la souffrance psychique devient chronique, lorsque l'individu commence à croire que le problème se trouve dehors sans voir qu'il projette au dehors ce qu'il refuse de reconnaître en lui. La colère niée, la douleur non digérée, la peur refoulée, la culpabilité jamais affrontée. Tout cela se manifeste dans les relations, les échecs, les frictions avec le monde. Et voici une vérité inconfortable. Rien ne change dehors tant que rien ne change dedans. Vous pouvez changer de ville, de partenaire, de métier, d'amis, couper les ponts, tout recommencer. Mais si votre structure mentale demeure la même, le schéma finira toujours par se reconstituer devant vous. Car le miroir qui modèle votre réalité ne se trouve pas dans le monde, il est dans votre esprit. Le danger, c'est que ce reflet se présente avec un tel réalisme que vous ne réalisez même plus que vous êtes prisonnier d'un récit. La réalité s'adapte à votre système de croyances comme un acteur s'adapte à un rôle. La vie se plie à vos attentes les plus inconscientes, non parce que l'univers conspire contre vous, mais parce que vous tenez le miroir dans le mauvais sens, espérant que l'image changera avant que vous ne changiez vous-même. Mais voici la bonne nouvelle. Si l'esprit a le pouvoir de façonner la réalité, il a aussi le pouvoir de la transformer. Et cette transformation commence lorsque vous comprenez qu'il est possible de reprogrammer votre cerveau, de modifier les circuits neuronaux qui soutiennent vos automatismes et de créer de nouveaux modèles mentaux capables de refléter la réalité que vous désirez réellement vivre. Ce n'est ni magique ni immédiat, mais c'est profondément possible. La neuroplasticité, la capacité du cerveau à se modifier structurellement et fonctionnellement en fonction de nouvelles expériences, de nouveaux comportements et surtout de nouvelles interprétations, en est la preuve scientifique. Contrairement à ce que l'on croyait autrefois, le cerveau humain n'est pas une structure figée après l'enfance. Il reste plastique tout au long de la vie. Cela signifie que vous pouvez changer, non pas de façon superficielle, mais dans vos couches les plus profondes, automatiques et instinctives. Ce que vous avez pris pour votre personnalité n'est peut-être qu'un ensemble de connexions neuronales répétées, si souvent qu'elles sont devenues dominantes. Et comme toute structure répétée, elles peuvent être reconfigurées. Mais attention, la neuroplasticité n'est pas un tour de magie. Elle ne répond ni aux vœux vagues ni aux bonnes intentions. Elle répond à la pratique constante, aux expériences émotionnelles significatives et à la création délibérée de nouveaux schémas de pensée et de comportement. En d'autres termes, pour reprogrammer le miroir intérieur, il faut agir consciemment, même lorsque votre esprit tente de vous ramener à vos anciens réflexes. Imaginez que votre esprit soit une forêt. Chaque pensée répétée y trace un sentier. À force de l'emprunter, ce sentier devient une piste, puis une route, et finit par se transformer en véritable autoroute neuronale. Ce sont ces voies automatiques que votre esprit suit sans même s'en rendre compte. Les pensées telles que « personne ne me valorise »,« tout va mal pour moi » ou « je ne suis pas à la hauteur » deviennent alors des chemins familiers, confortables, même s'ils sont destructeurs. Maintenant, imaginez créer un nouveau chemin au cœur de cette forêt. Au début, c'est difficile. Il faut couper les branches, éviter les obstacles, dégager un passage là où il n'y en avait pas. C'est inconfortable, laborieux, mais si vous persévérez, si vous revenez souvent sur ce nouveau sentier, il commence à se tracer. Le sol se tasse, la végétation cesse d'y repousser et l'ancien chemin, faute d'usage, finit par disparaître. C'est ainsi que se fait la reprogrammation mentale, en remplaçant les réflexes automatiques par des routes neuves et conscientes. Pour y parvenir,
il existe des pratiques concrètes. Remettre en question les pensées déformées, restructurer cognitivement vos croyances, pratiquer la pleine conscience. Observez vos réactions intérieures. Écrivez de manière thérapeutique, visualisez des scénarios positifs ou exposez-vous progressivement à de nouvelles expériences émotionnelles. Chacune de ces pratiques stimule de nouvelles connexions, réveille des zones cérébrales endormies et affaiblit les circuits anciens responsables de vos schémas de souffrance. Mais l'un des aspects les plus fascinants de la neuroplasticité est celui-ci. Le cerveau ne distingue pas la réalité de l'imagination vécue intensément. Les études de neuroimagerie ont montré que lorsqu'on imagine une expérience avec émotion et précision, les mêmes zones cérébrales s'activent que si l'expérience se produisait réellement. Cela signifie que visualiser régulièrement un nouveau comportement, une nouvelle réponse émotionnelle, une nouvelle version de vous-même avec force et détail peut littéralement sculpter de nouveaux circuits neuronaux. Le problème, c'est que si vous n'utilisez pas consciemment cette capacité, elle se retournera contre vous. La neuroplasticité renforce aussi les schémas négatifs lorsque vous les nourrissez de pensées toxiques. L'autocritique incessante, les ruminations du passé, la fréquentation d'environnements ou de relations destructrices. Le cerveau ne juge pas, il répète simplement ce qu'on lui donne à répéter. Le véritable défi n'est donc pas seulement de comprendre que le miroir intérieur peut être modifié, mais d'en assumer la responsabilité. Changer, c'est sortir du pilote automatique. C'est cultiver la conscience, la discipline et accepter l'inconfort. Mais la récompense est inévitable. Une nouvelle structure intérieure qui, tôt ou tard, se reflète dans le monde extérieur, car la réalité finit toujours par s'accorder à la fréquence que vous émettez de l'intérieur. Cependant, il existe un piège subtil, l'erreur presque universelle de vouloir transformer sa vie extérieure avant d'avoir transformé son esprit. Changer de maison, de ville, de partenaire ou de carrière peut donner l'illusion du renouveau. Mais si la structure intérieure demeure intacte, le schéma reviendra, la douleur aussi, le miroir se réorganisera. Ce n'est rien d'autre que changer le décor sans changer le scénario. Changer de pays, de partenaire, d'emploi, de mode de vie, de cercle social. Combien de fois les êtres humains placent-ils leur espoir dans ces changements extérieurs, croyant qu'ils mettront fin aux conflits intérieurs qu'ils portent? Combien de fois vous êtes-vous dit « Quand je partirai d'ici, tout ira mieux » ou « Quand je trouverai la bonne personne, je serai enfin heureux ». La vérité, c'est que cette attente est une illusion et sans doute l'une des plus dangereuses. La psychologie clinique l'a démontré à maintes reprises. Les changements extérieurs n'ont pas le pouvoir de provoquer une transformation intérieure durable. Ils peuvent offrir un soulagement temporaire. La nouveauté distrait, elle trompe un temps la douleur. Mais tôt ou tard, les mêmes conflits refont surface, simplement sous une autre forme, dans un autre lieu, avec d'autres visages. Pourquoi? Parce que, comme nous l'avons vu, la réalité extérieure agit comme un miroir et ce miroir ne reflète pas ce que vous désirez, mais ce que vous êtes intérieurement. Si en vous réside la peur du rejet, vous verrez dans chaque silence un signe d'abandon. Si vous portez la croyance que vous n'êtes jamais assez, vous vous sentirez inférieur dans n'importe quel nouvel emploi, même après une promotion. Si un schéma inconscient d'autosabotage vous habite, il trouvera toujours une façon de se manifester, peu importe le décor. Voilà le point aveugle de la plupart des nouveaux départs. La personne change tout à l'extérieur, mais emporte avec elle les mêmes fantômes à l'intérieur. Et comme l'esprit recherche toujours une cohérence avec sa programmation interne, il finit par recréer une réalité qui ressemble étrangement à l'ancienne. Concrètement, vous vous lierez au même type de personnes, attirerez des dynamiques familiales similaires, interpréterez les situations de façon déformée et réagirez avec les mêmes automatismes émotionnels. Le résultat? Vous répétez la même douleur, mais sur une nouvelle scène. C'est comme si votre psyché écrivait sans fin le même scénario avec de nouveaux costumes, de nouveaux décors, mais la même intrigue. L'histoire ne change pas parce que le protagoniste lui-même demeure inchangé, blessé, confus, inconscient de ses propres motivations. Et tant que ce protagoniste n'évolue pas, le récit reste prévisible, tragique, répétitif.
Beck a démontré dans ses travaux que les personnes prisonnières de distorsions cognitives portent des filtres si puissants qu'elles parviennent à extraire du négatif même d'expériences neutres ou positives. Un compliment devient sarcasme. Un geste d'affection paraît manipulation. Une opportunité se transforme en menace. Autrement dit, même lorsque le monde change, l'esprit déforme pour que la douleur demeure. Freud, lui, a averti que les impulsions inconscientes tendent à se répéter tant qu'elles ne sont pas intégrées. Comme si la psyché cherchait sans relâche à forcer la conscience à regarder ce qui a été refoulé. Elle ne recrée pas ces scénarios pour punir, mais pour montrer, pour répéter jusqu'à ce que l'individu voie. Et c'est là que réside le véritable pouvoir du principe du miroir. La vie ne vous punit pas, elle vous révèle. Elle vous montre ce qui doit être transformé en vous. Elle met en lumière vos angles morts, ce que vous refusez d'affronter. Elle vous enseigne que le problème ne vient pas du lieu, de la personne ou de la situation, mais de la manière dont vous réagissez intérieurement à tout cela. La véritable transformation ne passe pas par la fuite d'une réalité qui vous fait souffrir. Elle surgit au moment où vous avez le courage de la regarder en face comme le reflet exact de ceux qui en vous demandent à être guéris. Lorsque vous cessez de lutter contre le miroir et commencez à observer ce qu'il reflète, c'est seulement alors que vous pouvez commencer à modifier l'image de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, que faire maintenant de cette prise de conscience? Comment utiliser ce savoir pour briser véritablement le cycle? La réponse réside dans la pratique de la responsabilité consciente de soi. C'est le moment où vous arrêtez de projeter la faute sur le monde extérieur pour reprendre le contrôle de vos schémas intérieurs, non pas dans une logique d'autocritique, mais comme un acte fondamental de liberté. Et c'est précisément ce dont il sera question dans la dernière partie de cette vidéo. À présent que vous comprenez le cycle de la répétition, les schémas mentaux, le principe du miroir et la neuroplasticité, il est temps d'aller au-delà de la théorie. Il est temps de découvrir comment appliquer tout cela concrètement et de transformer votre esprit afin de transformer votre vie. Nous voici arrivés à un point où il n'y a plus de place pour les illusions. Si vous désirez une vie différente, vous devrez devenir une personne différente. Et cette transformation ne commence ni par des phrases de motivation, ni par des pensées positives, ni par des promesses creuses. Elle débute par un acte de courage brutal. Celui de regarder en vous et de prendre une responsabilité radicale pour tout ce qui se répète dans votre histoire. La psychologie nous enseigne que tant que nous restons inconscients de nos propres schémas mentaux, nous demeurons esclaves d'eux. La souffrance ne provient pas uniquement du monde, mais de la manière dont vous interprétez le monde, des filtres que votre esprit utilise pour organiser la réalité, des scénarios inconscients que vous rejouez encore et encore, tout en jurant que cette fois, ce sera différent. Mais voici la clé. Si ces schémas ont été appris, ils peuvent être désappris. Si votre esprit a été programmé pour l'autosabotage, il peut tout autant être reprogrammé pour la liberté. Et ce processus n'a rien de théorique. Il est pratique, quotidien, réel. Il commence lorsque vous cessez de fuir votre propre personne et que vous commencez à écouter les messages dissimulés derrière la douleur. Il n'est temps que lorsque vous comprenez que chaque déclencheur émotionnel est un enseignant. Chaque répétition, un miroir. Chaque frustration, une invitation à la conscience. Le véritable changement commence au moment où vous décidez d'arrêter d'attendre que le monde change. Quand vous acceptez qu'il est inutile de modifier le décor si le protagoniste de l'histoire continue de porter les mêmes blessures. Quand vous réalisez que la seule façon de transformer votre réalité est de vous transformer vous-même, dans vos pensées, vos émotions, vos actions. Pas seulement dans les moments de crise, mais à travers une pratique continue de lucidité et de responsabilité. Cela signifie observer vos propres schémas mentaux et les remettre en question encore et encore, jusqu'à ce que la conscience devienne votre nouveau réflexe. Maintenant, c'est à vous de continuer le travail. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.